Avant de commencer cette analyse, je dois être clair avec vous sur un point. Je suis un énorme fan de Star Wars depuis que je suis tout petit. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'analyser Star Tours, l'aventure continue, que l'on puisse parler du sujet en attendant la sortie du 8ème épisode de la saga de Lucas. Star Tours est une attraction phare des parcs Disneyland, apparue en 1987 au parc Disneyland de Anaheim et en 1992 en France à l'ouverture de Disneyland Paris. L'attraction a été construite en collaboration avec George Lucas et son équipe de ILM. L'origine du projet viendrait de l'époque où Walt Disney Imagineering bossait sur le film Captain Neo, réalisé par Lucas. Disney voulait depuis des années installer un simulateur de vol spatial dans ses parcs, et devait à l'origine se baser sur le film Le Trou Noir, sorti en 1979. Mais au vu du flop monumental qu'a fait le film, ils ont décidé de parlementer avec Lucas pour adapter la série Star Wars en simulateur de voyage spatial. Suite à l'accord, Disney acheta 4 simulateurs à l'armée américaine et Lucas se mit à réaliser un film Star Wars à la première personne. La coordination entre le véhicule et le film n'a pas été programmée informatiquement comme on pourrait le penser, mais avec un véritable pilote qui reproduisit à la perfection les mouvements que le film devait prodiguer aux spectateurs. Mais depuis quelques années, le Star Tour original s'est éteint et a été remplacé par l'attraction dont nous allons parler aujourd'hui, Star Tours, l'aventure continue. Le principe de base de cette attraction est de voyager dans l'univers de Star Wars, comme dans la version d'origine, mais cette fois-ci avec plus de 70 possibilités de trajets intergalactiques. Je vais maintenant vous parler de l'attraction en elle-même, le simulateur. Un simulateur est un type d'attraction très fréquent dans les parcs à thème, car il permet basiquement de faire jouer n'importe quelle expérience aux visiteurs. On pourrait aussi bien se retrouver dans une course automobile que dans un voyage dans la matrice. Au niveau technique, Star Tours fonctionne ainsi. Un gros bloc de siège qui est soutenu par des vérins, disposés de telle sorte à avoir le plus de liberté d'action et de fluidité possible. Et en plus de ces mouvements, on se retrouve avec un film projeté en 3 dimensions sur les écrans faisant office de pare-brise. Enfin, pour ajouter un peu d'immersion, de nombreux effets spéciaux ont été rajoutés pour donner un cachet réaliste à l'attraction. Après avoir fait toutes ces présentations, j'aimerais maintenant développer en votre compagnie le pourquoi du comment cette attraction fonctionne autant dans les divers parcs du monde, ce qui pour moi est faisable en 3 points. Premièrement, cette attraction est catégorisée comme à sensation forte. En effet, lorsque l'on se retrouve dans l'attraction, nous sommes contraints à subir le mouvement chaotique du véhicule, ce qui passe par instant par des phases de sensations élevées. L'e-Lynx est donc fort dans le simulateur, même si une petite part de mimicry vient s'interposer dans certains films pour passer pour le coup non plus à du vertige, mais à de la découverte. Et en parlant de découverte, le second point va de pair avec, puisqu'il s'agit de la diversité folle de films que l'on peut retrouver dans l'attraction. On a donc plusieurs films de départ, d'exploration, de mission et d'arrivée, ce qui fait que le visiteur n'a qu'une seule envie, refaire l'attraction encore et encore. Cette part d'aléa permet donc à l'attraction de se renouveler sans cesse, vu que l'on n'y va plus pour faire une histoire définie, comme dans l'ancienne version, mais pour vivre une expérience nouvelle. Existe donc le but uniquement sensationnel de refaire l'attraction, au profit de l'exploration et de la découverte. Mais la partie la plus importante de ce développement est bien évidemment le thème. L'attraction se tiendrait-elle aussi bien si nous avions une conception originale de Walt Disney Imagineering? Nous ne pouvons pas savoir. Mais ce qui est certain, c'est que l'attraction met un point d'honneur à utiliser la franchise Star Wars pour attirer du public. Existe donc ici Rex à la commande du Star Speeder, maintenant c'est C3PO qui nous conduit. Là où avant on avait très peu de personnages affiches mis à l'honneur sur le trajet, maintenant on en retrouve au minimum 3, dans les messages de mission, avec le site du début, et les personnages sur les planètes. Et puis sans oublier la suppression de la salle d'arcade à la sortie de l'attraction pour la remplacer par une boutique qui déborde de produits dérivés. Enfin bref, je pense que vous l'avez compris, Star Tours l'aventure continue est l'attraction de fanservice par excellence. Quand un visiteur vient dans l'attraction Star Wars, il verra ce qu'il veut de Star Wars. Rien à faire de la cohérence de la destination. Dans la cohabitation entre 2 personnages, Dark Vador et BB-8 par exemple, ici on veut voir des têtes d'affiche. Mais la question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante. Est-ce mal? Eh bien non. Pour prendre un exemple connu dans le jeu vidéo, nous allons parler du cas Smash Bros. Quoi de plus fanservice que de regrouper tous les personnages des sagas Nintendo dans un même jeu, et en plus de les faire s'affronter. Et pourtant, si l'on pouvait croire que ce serait un Boogly Boogla sans nom, le jeu est sûrement l'un des meilleurs de la firme Nippon. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, le gameplay. Je ne vais pas vous faire ici une définition de ce qu'est le gameplay, vu que je ferai plus tard dans l'année une vidéo qui y sera dédiée.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gameplay est la substance d'un jeu, son squelette. Et on pourrait retirer à Smash Bros son thème, il en restera tout de même un très bon jeu de combat. Ce n'est pas seulement l'apparence qui fait le succès d'un jeu, ou plus globalement, d'un produit. C'est ce qu'il vaut en tant que jeu qui fait son succès, pécuniairement ou dans les mémoires. On a par exemple des jeux qui se sont très bien vendus, comme le jeu Ratatouille, mais qui n'ont absolument pas gravé les esprits. Au contraire d'un jeu comme Flashback, qui ne s'est pas très bien vendu, mais qui a réussi à rester dans les mémoires, à tel point qu'il est à l'heure actuelle exposé dans la section jeux du MoMA. Ce qu'il faut retenir de cette bien trop grande tergiversation, c'est que l'attraction Star Tour serait quand même un énorme succès sans son fanservice à outrance, mais que ce fanservice lui permet d'encore plus dominer dans le monde des parcs à thème, jusqu'à devenir LA référence en tant que simulateur spatial. Il n'est donc pas rare d'entendre des enfants dans un parc s'écrier vouloir faire Star Tour alors qu'ils sont par exemple au Futuroscope, en désignant une toute autre attraction, ou même à Europa Park, en voulant en faire une autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette attraction est restée dans les esprits, puisqu'elle représente un succès énorme, mais aussi une franchise qui bat tous les records. C'est là qu'on peut voir la puissance du soft power disneyen. Il peut créer des dénominations qui sont retenues dans tout le monde. Par exemple maintenant, lorsque l'on va vouloir faire une attraction qui se situe dans le noir, on va l'appeler Space Mountain. Ou bien si l'on embarque dans un chariot fou, on va l'appeler le Train de la Mine, qui est lui-même dérivé de Big Thunder Mountain, la plus grande attraction de train de la mine. C'est grâce à tous ces exemples que l'on peut voir la puissance de Disney. Et une dernière chose importante en parlant de Star Tour tout de même, c'est que l'attraction arrive à créer l'événement à chaque sortie de film, en rajoutant des séquences liées aux nouveaux épisodes de la franchise, ce qui permet encore plus de s'afficher comme une attraction qui est et restera toujours à la pointe de la nouveauté. Sur ce, je vous invite une fois de plus à débattre autour de ce sujet en laissant un commentaire. C'était Balo, et n'oubliez pas que la force soit avec toi, à jamais.